Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver sur ce plateau télévisé du Forum des métiers qui a lieu au Crêpes de Toulouse. Aujourd'hui, Lila et moi sommes en compagnie de Lucie et Maxime, alors je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, je m'appelle Lucie Forté, je suis maître de conférences en STAPS, je suis sociologue et j'exerce des missions d'accompagnement scientifique ici au Crêpes de Toulouse. Et moi, c'est Maxime Guerrero et du coup, je suis ingénieur d'études et j'ai un poste partagé entre le CREPS et l'Université de Toulouse. Et j'exerce aussi des missions d'accompagnement scientifique ici au CREPS. Donc vous l'avez compris, nous allons aujourd'hui aborder le thème des data, du numérique et de l'éducation motrice. Donc tout d'abord, je vais vous demander pourquoi et comment utilisez-vous les data dans l'accompagnement de l'optimisation de la performance? Alors nous, on les utilise dans diverses situations. Bon, la plupart du temps, c'est pour l'optimisation de la performance. En fait, ici, on a un laboratoire avec tout un système d'analyse du mouvement qui nous permet de récolter tout un tas de données sur la gestuelle des sportifs, les niveaux de force qu'ils exercent, les niveaux de puissance. Par exemple, on peut, chez un sportif, faire des tests aussi en salle de musculation, voir s'il a un déficit sur la jambe droite par rapport à la jambe gauche. Voilà, on identifie certains points qui peuvent être aussi alarmants dans un but aussi de... Il y a l'optimisation de la performance, mais il y a aussi un aspect prévention de blessures en fait là-dedans. Voilà, grosso modo, à peu près comment on les utilise. Après, il y a plein d'applications différentes, mais globalement, c'est ça qu'on fait. Nous, en sociologie, les data, on peut les utiliser de manière quantitative, comme l'évoque Maxime, pour faire des stats, etc. Par exemple, il peut y avoir des grandes enquêtes nationales sur les goûts sportifs qui établissent finalement des corrélations entre l'âge, le sexe, l'origine sociale, enfin tout un tas de propriétés sociales entre guillemets et d'affinités sportives ou dans les manières de pratiquer. Parce qu'un même sport, on peut le pratiquer en compétition, en loisir, etc. Donc ça, c'est plutôt la sociologie quantitative. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui fait de la sociologie qualitative. Donc, je n'utilise pas des big data comme Maxime. Moi, j'utilise plutôt des données que je vais recueillir par entretien ou en faisant des enquêtes ethnographiques. Et du coup, moi, je ne suis pas vraiment là pour établir, entre guillemets, des stats ou des choses comme ça, mais plus pour comprendre les processus. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait, par exemple, que tel sport, finalement, est plus plébiscité par telle catégorie de la population française, par exemple. D'accord, ben merci beaucoup. Est-ce que, Maxime, vous avez des exemples de fédérations qui utilisent les data plus que d'autres et plus régulièrement? Oui, alors celles qui qui l'utilisent le plus aujourd'hui, c'est forcément celles qui ont plus de moyens quand même. Je pense notamment à la fédé de cyclisme, de foot, de handball, de rugby. Pour donner quelques exemples, par exemple en cyclisme, bon, il y a la partie plus matérielle qui ne concerne pas trop les datas, mais ils vont par exemple beaucoup développer des capteurs de puissance, beaucoup travailler sur les capacités physiologiques de leurs sportifs aussi, la glycémie, ce genre de choses. Si je prends l'exemple du rugby maintenant, aujourd'hui, ils sont beaucoup dans la prévention des commotions cérébrales, donc ils en parlent de plus en plus, ils ont des protège-dents connectés qui viennent quantifier la dangerosité des impacts qu'ils subissent. Voilà, ils ont des ballons connectés. Enfin, il y a à peu près ces exemples-là qui existent. Après, il y en a plein d'autres, mais globalement, c'est quand même des fédés qui ont plus de moyens financiers. Il y en a d'autres qui sont quand même plus en retard sur ça aujourd'hui et qui sont pas trop dans qui ont plus de mal à aller là-dedans. Ok, donc c'est vraiment la recherche du détail au maximum dans la recherche de performance. Ouais, c'est aller sur des choses très pointilleuses. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. À présent, je vais vous lancer, donc on parle beaucoup d'IA à nos jours. Et qu'en pensez-vous dans le monde du sport, de son usage? Voyez-vous plutôt des avantages? Alors, l'intelligence artificielle est en train de révolutionner nos vies partout, dans tous les secteurs de la vie, et notamment dans le monde du sport et du sport de haut niveau. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que
l'intelligence artificielle est surtout utilisée dans le monde du sport de haut niveau sur 2 grands axes, on va dire, principaux. La question de l'optimisation de la performance. Comme le dit Maxime, en fait, avec cette ère des big data dans laquelle on est rentré, l'intelligence artificielle permet finalement de traiter cette masse d'informations de manière extrêmement rapide. Ce qu'apporte l'intelligence artificielle, en fait, c'est de pouvoir quasiment instantanément, parce que l'intelligence a été programmée avec des algorithmes, etc., de pouvoir traiter des données extrêmement complexes pour apporter finalement des réponses à des questions et constituer une aide à la décision. Donc pour les entraîneurs, par exemple, une aide à la décision sur une stratégie ou des tactiques à mettre en place parce qu'on va avoir analysé les matchs de l'équipe adverse. Ça peut être aussi de l'aide à la décision sur, on va compiler des données biométriques, médicales et on va comme ça pouvoir détecter qu'il y a un risque de surentraînement, voire un risque de blessure parce qu'on voit une dégradation de certains paramètres, etc. Donc l'intelligence artificielle peut apporter ce genre de plus dans le monde de l'entraînement sportif en général et de l'entraînement à haut niveau. Ah, donc on pourrait penser que l'IA va nous remplacer. Alors non, parce que l'IA, en fait, pour fonctionner, entre guillemets, pour apporter des bonnes réponses, il faut déjà avoir créé les bons algorithmes. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait des intelligences humaines qui conçoivent ces outils, qui pensent aussi les questions qui vont être traitées. Et puis ensuite, si le prompt est mauvais, la réponse de l'IA sera mauvaise en fait. Donc il y a aussi une expertise à construire et à développer dans la capacité à rédiger, entre guillemets, les bons prompts pour finalement amener l'IA à répondre à des questions pertinentes et à intégrer les choses. Et puis après, on a parlé des avantages parce que c'était la question, mais il faut aussi avoir en tête, comme toute innovation, en fait, ça apporte des choses, mais il faut des garde-fous. Et donc, il faut aussi avoir en tête que l'IA, c'est aussi une intrusion plus forte dans la vie privée. Enfin, à un moment donné, les données qui sont collectées, traitées, c'est des données personnelles, c'est des données sensibles, quand il est question de données médicales notamment. Et donc, il y a quand même, quand vous dites l'IA va nous remplacer, je pense qu'il y a peut-être des domaines sur lesquels il va falloir mettre des garde-fous et se poser la question de jusqu'où on va avec l'IA, parce que ces données personnelles, qui en est le propriétaire, par exemple, de ces données qui vont concerner des sportifs? Où sont-elles stockées? Comment sont-elles utilisées? Enfin, il y a des vraies questions éthiques aussi qui se posent derrière ces nouvelles fonctionnalités qui sont permises par l'intelligence artificielle. Donc il y a Juste ajouter quelque chose sur ça, mais les données aussi, parfois elles veulent dire des choses, mais il ne faut pas non plus se fier qu'aux données et à l'IA. Parfois on va voir des choses sur des données, mettons, mais un jour par rapport à un autre, notre sportif ne va pas avoir le même niveau de force, mais en fait c'est pas forcément lié à ses capacités physiques, mais ça peut aussi se jouer dans la tête, et ça, l'IA et les données, elles ne peuvent pas le quantifier. Donc il y aura toujours cet aspect-là qui ne pourra pas être remplacé, je pense, non plus là-dedans. Oui, et d'ailleurs, ce que disent les enquêtes sur cette question, sur cette angoisse de, en gros, est-ce que certains métiers vont disparaître, le métier d'entraîneur, de prépa physique, etc. Ce que disent les analystes, c'est plutôt qu'en fait, ce qui va constituer leur cœur de compétences, c'est justement cette question de la gestion de l'humain, du mental, du psychologique, etc. L'IA va leur permettre d'aller plus vite sur l'analyse de certaines données, etc. Mais ça restera eux qui vont déjà décider dans quelle direction ils veulent utiliser l'IA et comment ils vont explorer les choses. Et puis au-delà de ça, effectivement, leur rôle, il va être beaucoup sur cette question finalement. Moi, je dis toujours entraîneur. Entraîneur, c'est entraîner, générer de l'entrain en fait. Et cette dimension motivation, gestion de l'humain, etc., pour les entraîneurs, les prépas physiques notamment, elle restera essentielle. C'est des qualités humaines. Avant. Tout à fait. Ouais.
Et par rapport au paralympisme, vous pensez qu'autant les data et l'IA peuvent apporter quelque chose dans le développement du para du coup? Oui, moi si je prends l'exemple des datas, autant dans le para que chez les valides, les datas, elles ont le même rôle. Oui, c'est sûr que ça apporte des choses. D'ailleurs, il y a des projets qui ont été financés en vue des JO de Paris qui visaient à un peu développer les datas dans le para et ça a plutôt porté ses fruits aussi quand même. Donc oui, c'est sûr que para comme valide, les bénéfices sont les mêmes, voire meilleurs même dans le para, dans le sens où par exemple, si on est sur des athlètes en fauteuil, on peut aussi travailler sur le matériel. Il y a des projets qui avaient été lancés avec Airbus, où par exemple Airbus récupérait les déchets de leur fuselage d'avion en carbone pour améliorer les fauteuils des athlètes. Bon, c'est pas de la data directement, mais ça se recoupe un peu, quoi. Et sur l'intelligence artificielle, oui, il y a des innovations, par exemple des casques de réalité virtuelle ou des systèmes qui permettent, par exemple, de transformer de l'information visuelle en information audio. Donc, qui permettent de rendre plus facile, entre guillemets, la pratique par certains et certaines sportives et sportifs paralympiques. Il y a aussi des innovations qui sont liées, c'est l'instantanéité de l'IA et le fait de se passer, entre guillemets, de certaines ressources humaines. Par exemple, la possibilité de traduire les commentaires avec du texte dans plusieurs langues, etc., en temps réel pendant les Jeux olympiques et paralympiques, par exemple, mais avec aussi la possibilité qu'il y ait finalement un avatar qui traduise en langue des signes aussi de manière instantanée. Donc il y a plein de pistes en fait qui sont en train de se dessiner sur les usages de l'intelligence artificielle et des startups qui misent là-dessus et notamment dans le monde du sport. Donc notamment pour promouvoir l'inclusion. Oui. Bon, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là pour répondre à nos questions et on vous remercie. On espère vous retrouver très bientôt. Merci à vous.